Bonjour, je suis Jean-Louis Nantrino, je suis professeur de psychopathologie à l'Université de Lille et je suis chercheur dans le laboratoire de sciences cognitives et affectives et je dirige une équipe qui travaille sur les émotions et les pathologies. Je vous propose au cours de cet exposé de réfléchir sur le fait que la situation sanitaire que nous traversons est une crise psychologique et d'essayer d'identifier avec vous les facteurs en jeu dans l'émergence de ce stress et des pathologies associées. Si on regarde les études récentes et les revues de la littérature, la synthèse des 5 études les plus robustes vont montrer effectivement des effets psychologiques de la pandémie. Alors globalement, le taux de troubles psychologiques reste modéré, mais quand même plus élevé que d'habitude, notamment parce qu'on observe des symptômes d'anxiété qui évoluent de 6 à 18%, une augmentation des symptômes dépressifs qui passe de 14 à 32%, et puis des symptômes de stress post-traumatique qui eux aussi évoluent d'environ 7%. Globalement, un peu plus d'un quart de la population va présenter des symptômes de stress au cours de cette période. Ce qui est particulièrement intéressant dans ces études, c'est qu'on observe que le sexe féminin, le groupe d'âge en particulier le plus jeune, inférieur à 40 ans, et la population étudiante sont en fait les populations qui vont présenter davantage de symptômes psychiatriques défavorables. Et si on regarde spécifiquement la situation en France, et ici on a les données données par l'enquête Santé publique France de février de cette année, et qu'on regarde la question des troubles anxieux, on voit effectivement à la fin de la première période de confinement, l'été 2020, des taux d'anxiété qui sont autour de 15% et qui évoluent en février de cette année à un taux autour de 22%. De la même façon, concernant les épisodes dépressifs, eh bien, on va avoir un taux autour de 11% à l'été 2020 qui évolue aujourd'hui à des taux autour de 22%. On peut penser donc du coup qu'une augmentation de la détresse psychologique est bien en lien avec une augmentation des facteurs de stress environnementaux liés à cette situation sanitaire. Alors, quand on parle de stress, on sait clairement, on peut regarder la figure, que si on augmente, c'est sur la ligne horizontale, on augmente le cumul d'événements stressants, et bien sur l'axe horizontal, vous allez voir une augmentation du taux de dépression. Donc on a une augmentation linéaire entre le cumul des événements et l'augmentation de la dépression. Ce qui est important de noter aussi, c'est qu'on a des effets variables entre les individus, puisqu'on va avoir des effets qui dépendent de la vulnérabilité, c'est-à-dire de l'état initial de l'individu. La vulnérabilité, c'est l'ensemble des éléments d'adversité que l'individu a traversés depuis sa toute petite enfance, au cours de son développement, et les expériences actuelles aversives qu'il peut traverser. Alors, ça correspond à un modèle qu'on connaît bien, qu'on appelle un modèle de stress-vulnérabilité, dans lequel, vous voyez sur la figure, on a un continuum autour de la question de la vulnérabilité. Donc cette vulnérabilité, c'est un facteur de modération sur l'expression de stress. Alors vous voyez en bas de la figure, si vous êtes un individu avec un haut niveau de vulnérabilité, eh bien vous allez avoir besoin de peu d'éléments stressants pour déclencher un trouble sévère. En revanche, c'est l'élément à droite de la figure. Si vous êtes un individu résilient, un individu avec un haut niveau de protection, eh bien vous allez avoir besoin de beaucoup plus d'éléments stressants pour déclencher les mêmes troubles sévères. Lorsqu'on parle de stress, on parle d'une réponse physiologique qui est en fait une réponse tout à fait normale à une situation inattendue ou inconnue. Et cette réponse au stress est une réponse qui permet à notre organisme de s'adapter aux multiples événements positifs et négatifs que nous allons traverser. Et évidemment, tous les stress ne sont pas négatifs. On a des stress positifs, et c'est une part essentielle du développement, et notamment du développement de l'enfant. Et puis des situations de stress plus ou moins tolérables, jusqu'à des stress toxiques, avec des expériences fortes, fréquentes ou prolongées d'adversité, comme par exemple l'exposition à la violence. Élément important, lorsqu'on parle de stress, on ne va pas simplement parler en termes physiologiques et biologiques, mais aussi on pense que le stress est dépendant de l'évaluation cognitive que l'individu va proposer à propos de la situation qu'il vit. Cette situation donc, de pandémie peut être vraiment pensée comme une crise aussi psychologique.
Et donc, il est intéressant qu'on puisse identifier les facteurs qui vont venir augmenter ce niveau de stress dû à cette situation sanitaire. Alors, il y a des facteurs de stress que je peux développer ici, qui seront développés par ailleurs, mais qui sont évidents. Le principal, c'est cette confrontation à la menace vitale. On va avoir un ensemble d'individus qui vont présenter des symptômes, qui ont été hospitalisés. Ces individus vont donc présenter des niveaux de stress très particuliers. Les personnes qui les entourent et qui vont les accompagner, je pense à l'entourage, la famille et les personnels soignants et les personnes qui sont directement confrontées à la maladie, tous ces individus vont forcément avoir un niveau de stress particulièrement élevé et développer des réponses particulières comme des symptômes de stress post-traumatique. À côté de ce stresseur important, on a forcément aussi la modification économique et financière. Et ces difficultés vont avoir bien évidemment des répercussions financières sur la qualité de vie de l'individu et de sa famille, mais aussi des modifications de l'identité sociale, de l'identité au travail, de la valeur accordée au travail, par exemple. Ce qui nous intéresse ici en particulier, ce sont ces facteurs liés aux règles sanitaires. Alors, le premier élément que je prendrai, c'est l'effet du port du masque. Alors, qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on est dans une interaction sociale avec un individu qui porte un masque? Alors, j'ai pris des situations de la vie sociale, et ce qu'on voit globalement, c'est qu'une partie de l'information émotionnelle dont nous avons besoin pour nos interactions sociales vont être modifiées ou absentes. Alors, je prends l'exemple de l'expression faciale émotionnelle. Et on sait bien que pour reconnaître une émotion faciale émotionnelle, eh bien, sur un visage, ici je vous ai présenté des expressions simples, d'émotions simples, de joie, de surprise, de peur. Et on sait que pour reconnaître ces expressions, eh bien, je vais avoir besoin de me focaliser sur certaines parties du visage, de la région du visage. On parle de région d'intérêt. Et donc la région de la bouche et la région des yeux sont les régions du visage particulièrement informatives que je vais aller chercher pour identifier ou catégoriser une émotion. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque je vous présente un individu qui exprime des émotions avec son visage? S'il est en situation normale, c'est en haut, et puis en bas, le même visage, mais cette fois-ci masqué. Alors, c'est une étude de 2020 de Carbone et collaborateurs qui montre assez clairement en fait que lorsqu'un individu porte un masque, eh bien on va produire plus d'erreurs pour à peu près toutes les émotions, pour la colère, le dégoût, la tristesse et la joie. Mais ce qui est également particulièrement intéressant, c'est qu'on va observer aussi une baisse de la confiance globale en la qualité de son évaluation, et cela pour toutes les expressions, et y compris pour des expressions neutres émotionnellement. Ça veut dire que notre capacité de lecture de ces signaux émotionnels en interaction sociale est perturbée avec le port d'un masque. Dans la continuité, on a aussi des effets sur la distanciation sociale. Alors, c'est une étude qu'on a menée, que des chercheurs de notre unité ont menée, et ici, des individus présentant des expressions émotionnelles faciales de colère, de joie ou neutre, et des individus masqués étaient présentés et s'approchaient progressivement de l'individu. Et puis, on demandait aux individus de donner une distance de sécurité optimale selon eux. Alors, ces résultats sont intéressants parce qu'ils montrent que lorsqu'on est en face d'un individu masqué, en fait, on va l'autoriser à rentrer dans cet espace interpersonnel de façon plus importante. Alors ici, tout se passe comme si notre distance sociale s'ajustait dans des conditions du port du masque, et ici, avec un excès de confiance accordé à l'individu qui porte un masque. Autre facteur qu'on identifie, qui est important, c'est la diminution de l'activité physique. Alors là encore, dès mars 2020, des études, ici je prends l'exemple de l'étude de Tyson collaborateur de 2020, ces études montrent, à partir de mesures quotidiennes du nombre de pas effectués donc par les utilisateurs de smartphones, et cette étude a porté sur 187 pays dans le monde, eh bien, il montre une diminution rapide du nombre de pas dans le monde, et qu'il existe en fait une grande variabilité entre les régions, avec une baisse drastique de près de 50% dans certaines régions du monde. Ça signifie que finalement le nombre de pas quotidiens est inversement corrélé à la mortalité globale.
et reflèterait l'importance de cette activité physique pour notre santé physique et mentale. Autre facteur vraiment important, la question de l'isolement. Les personnes les plus connectées socialement, connectées à la fois à leur famille, à leurs amis, à leur communauté, sont les individus qui en fait vont avoir une meilleure santé physique et aussi une meilleure longévité. Alors si vous regardez avec moi la figure à gauche, eh bien on voit bien, alors là c'est un ensemble de cohortes, 5 cohortes différentes qui ont été additionnées. On voit, si on regarde sur l'axe horizontal, le niveau d'intégration sociale et sur l'axe vertical, le taux de mortalité, eh bien vous observez que plus l'intégration sociale est faible et plus ce taux de mortalité augmente. Alors, il y a également une étude que je vous présente, qui est une étude longitudinale menée à l'université d'Harvard et qui porte sur près des cohortes d'individus qu'on a suivis sur plus de 80 ans et pour lesquels on a enregistré des données génétiques, biologiques, comportementales, cognitives et sociales. Et ce qui ressort de ces études, c'est à partir de cet ensemble de variables, et que c'est effectivement la qualité de la connexion sociale qui est le meilleur prédicteur de santé. Et que les personnes les plus isolées des autres sont moins heureuses, ont une moins bonne santé plus tôt, au milieu de la vie, et vont avoir un fonctionnement cérébral plus vite dégradé. Dernier facteur lié à la mise en place des règles sanitaires, c'est la question du flux d'informations. On sait qu'avec cette période, on a une exposition plus fréquente aux médias sociaux et à l'accès à des nouvelles relatives au Covid. Et que plus on est exposé et plus on va augmenter notre niveau d'anxiété et de stress. Et puis, élément concomitant, plus on utilise fréquemment ces médias sociaux, et plus on va être exposé à de potentielles fausses nouvelles, à ces fameuses fake news. Alors on sait que ces deux facteurs, exposition fréquente et exposition aux fake news, va augmenter le sentiment de perte de contrôle et de perte de confiance chez les individus. Alors à côté de ces facteurs qui sont directement liés à la mise en place de règles sanitaires, on a aussi des facteurs psychosociaux qu'on décrit classiquement chez les individus qui vont être confrontés à la maladie. Le premier, qui a été repris largement dans les médias, c'est cette question de la difficulté à se projeter dans le futur. Alors dans notre jargon, on parle de mémoire du futur. Alors ça correspond à cette capacité que nous avons à envisager une expérience en créant mentalement un scénario réaliste qui va associer des images, des pensées, des actions. Et cette capacité à se projeter dans le futur, en fait, elle est complètement dépendante de notre mémoire autobiographique. Alors la mémoire autobiographique, c'est notre mémoire épisodique du passé, nos événements personnels. Et on sait qu'il y a une superposition entre l'activation en mémoire autobiographique et l'activation en projection dans le futur. Alors cette projection, c'est un système qui est adaptatif et qui va permettre d'utiliser donc des informations du passé, et cela dans un mode flexible pour simuler des scénarios futurs alternatifs. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans des expériences de stress ? Eh bien, plus on répétera ces expériences de stress, et plus cette flexibilité entre mémoire autobiographique et mémoire du futur sera altérée. Autre élément aussi classique, c'est cette diminution de l'exposition à des situations et à des émotions positives. Alors, bien évidemment, les émotions positives ont un rôle adaptatif important. On sait par exemple qu'elles nous permettent une ouverture attentionnelle. Plus on est sensible aux états émotionnels positifs, et plus on va avoir une capacité attentionnelle élargie. Elles permettent aussi une construction d'un répertoire élargi de stratégies d'ajustement et d'autorégulation. Et bien évidemment, elles augmentent le sentiment de bien-être physique et psychologique. Et là aussi, eh bien, avec la répétition de stress, on va avoir une augmentation des expériences négatives, et ça a pour effet une diminution du stockage de ces expériences positives, et on a un effet également de diminution de cette capacité de protection que constitue ce stock face à de nouvelles expériences négatives. L'avant-dernier point que j'évoquerai ici, c'est un des points particulièrement importants, c'est aussi que lorsqu'on est confronté à une situation menaçante, eh bien on a un sentiment de perte de contrôle. Alors,
si je suis dans une situation de stress, je vais me poser la question finalement de la stratégie que je devrais choisir pour préserver mon futur bien-être. Alors, imaginons qu'on ait à disposition différentes stratégies, hein, différentes situations et solutions à disposition. Eh bien, si je suis dans une situation où je ne sais pas quelle solution adopter, eh bien, je suis dans une situation de grande incertitude. Ce que fait le cerveau quand il est dans une situation d'incertitude, c'est qu'il fait des probabilités et qu'il va voir quelle est la solution la plus adaptée. Si je suis dans une situation de grande incertitude, eh bien, ce que je vois là sur la figure, hein, le pic qui monte avec la réaction de stress, cette augmentation-là sur la courbe rouge, c'est une augmentation de stress qui correspond à une augmentation du besoin d'information et donc une augmentation de l'énergie à aller chercher pour répondre à cette incertitude. Et si je suis dans une situation cette fois-ci de certitude, où j'ai choisi une solution adaptée, eh bien vous voyez, je suis en bas de la courbe de stress. Ça signifie qu'effectivement, avec un choix définitif et décidé, eh bien la réponse de stress diminue et la quantité d'énergie à disposition, effectivement, diminue aussi. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que si je regarde les profils, je vais avoir des individus qui sont capables de s'habituer aux situations d'incertitude. On va parler des individus, des habituateurs, des habitués, et puis des non-habitués qui, eux, vont répéter ces situations de haut niveau de stress malgré la répétition de ces événements. Et on voit en fait que, en fonction de ces profils habitués, non habitués, on va avoir des réponses pathologiques différentes. Ici, j'ai pris l'exemple de la prise de poids. Donc, les réponses au stress vont aussi dépendre de ces profils et de cette capacité de s'habituer à l'incertitude. Dernier point, et sans doute un des points majeurs concernant ces facteurs de stress, c'est la croyance à propos de la maladie. Alors les croyances à propos de la maladie sont vraiment importantes puisque, on l'a vu tout à l'heure, une situation de stress c'est aussi une situation qui est associée à une cognition, à une représentation que j'ai de la situation. Et qu'une fois stabilisée, eh bien, cette cognition va avoir le potentiel d'activer une réponse au stress, même en l'absence du stresseur initial. Alors si je prends l'exemple classique, hein, j'ai un stresseur externe ou interne qui m'amène à une évaluation de cette situation et donc à proposer des stratégies d'ajustement en particulier. Et puis je vais avoir une réponse physiologique aussi, à court terme, rapide, en réponse à la situation de stress. On a là une boucle classique de réponse au stress. Mais ce sur quoi je mets l'accent, c'est que en même temps que j'évalue la situation, je vais développer des croyances à propos de cette situation. Et dans un certain nombre de cas, je vais développer ce qu'on va appeler des croyances persévératives à propos du stresseur. Alors ces croyances, ça va être par exemple le fait de croire que je ne suis pas suffisamment armé pour faire face, que je vais chaque fois être débordé par ces situations, qu'elles vont être répétées et que je ne pourrai pas y faire face. Ces croyances-là, elles sont intéressantes à identifier parce que on peut imaginer dans la situation du Covid que même si on aboutissait à un contrôle du virus et à une amélioration globale de la situation sanitaire, eh bien les individus vont continuer à laisser persévérer ces croyances à propos de la maladie et elles ont le potentiel d'activer ces réponses physiologiques de la même façon, même si la situation sanitaire stressante n'est plus présente. Et plus il y a de croyances persévératives, et plus ces réponses physiologiques vont se prolonger. Et plus elles se prolongent, et plus on arrive à ce qu'on a appelé des stress dépassés, et donc avec des réponses dysfonctionnelles associées, une potentielle activation de déclenchement de maladie. Ce qui est aussi intéressant avec ces croyances persévératives, c'est qu'elles sont associées à nos comportements de santé. Et elles vont déterminer notre capacité à aller demander de l'aide, à consulter, à adhérer à des traitements. Et donc avoir des effets aussi sur l'effet physiologique au stress et les réponses dysfonctionnelles. Pour terminer, j'ai listé comme ça un panel de facteurs qui sont effectivement impliqués dans le maintien de ces niveaux de stress. Mais on sait aussi identifier justement qu'un certain nombre de réponses, de comportements des individus sont aussi des comportements protecteurs face à ces situations de stress. Alors on appelle ça des facteurs de résilience, hein, donc c'est notre capacité à absorber ces éléments stressants.
Alors, on identifie effectivement ces individus résilients comme des individus qui sont capables d'affronter leur peur et faire face activement. On sait que les individus, en revanche, qui vont utiliser ces stratégies plutôt d'évitement, de suppression de la confrontation, sont des individus qui vont être plus vulnérables. Les individus résilients sont aussi des individus plus optimistes et qui sont capables d'identifier des signaux positifs dans leurs expériences. Ce sont aussi des individus qui sont capables de faire de la réévaluation cognitive, c'est-à-dire de refaire un cadrage positif de la situation. Et c'est des individus qui ont une bonne compétence sociale et qui sont capables de renforcer un soutien social directement. Et enfin, un dernier élément, c'est chez ces individus une capacité à avoir un but dans leur vie. Alors on désigne ça sous l'image d'une boussole morale, et donc des individus avec un sens et une valeur. Alors ici, l'idée, c'est qu'il s'agit de développer des actions qui sont en fait en cohérence avec les valeurs personnelles que nous avons. Je vous remercie de votre attention.